Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modré-Kamen, président du Parti populaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler du 1er mai. Nous allons aussi parler de la menace iranienne qui est lointaine mais qui peut avoir un impact sur votre vie. Nous allons aussi parler de plein d'autres choses. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Nous y répondrons avec plaisir. Michael Modré-Kamen, bonjour. Bonjour Nicolas, je suis heureux de retrouver aussi tous les internautes qui nous écoutent chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par parler d'illégaux. Donc c'était hier, un contrôleur de train de la SNCB qui a été agressé par 4 Syriens. C'était à Leuze-en-Hainaut, près de Tournai, je crois. La police les a interpellés à la sortie du train. Et alors, il y a aussi d'autres affaires. Par exemple, en Allemagne, c'était ce lundi, c'est un peu plus marrant parce qu'il y a une vidéo, mais un Syrien, encore une fois, qui était tout nu avec une barre en fer et qui bloquait la circulation et qui agressait même des passants. Oui, d'abord je vais être très clair. Avec nous, des gens qui ont reçu l'asile provisoire ou définitivement et qui ont un tel comportement doivent être expulsés. C'est retour vers la Syrie ou ailleurs, ça doit être très très clair. On ne peut pas tolérer cette forme de violence. Mais il y a un problème plus fondamental, c'est qu'on a laissé croire aux gens que tous ceux qui venaient étaient de braves gens pacifistes avec des diplômes, qui allaient payer nos retraites. Et on se rend compte que dans tous les pays où il y a eu un tel afflux de réfugiés, à commencer par l'Allemagne, le niveau de violence, notamment envers les femmes, a très fort augmenté. Parce qu'on a simplement passé sous silence le fait que ces gens venaient souvent de cultures assez archaïques. En plus, ils étaient de pays en guerre, où la violence était courante. Croire que du jour au lendemain, ils allaient devenir de parfaits citoyens modèles était évidemment une pure folie. Donc, en tout cas, il y en a ceux qui sont ici et qui doivent être, lorsqu'ils ont un tel comportement, être expulsés. Ça doit être très clair. C'est d'autant plus vrai que je pense que le préalable à une bonne intégration, c'est quand même de respecter la loi du pays. Or, les illégaux, par définition, leur premier contact avec notre pays, ça a été de briser la loi en venant de manière irrégulière sur notre territoire. Ceux-là, effectivement, je crois que nous l'avons toujours dit au niveau du Parti populaire, les gens qui viennent ici doivent respecter les règles et les valeurs, d'une part, et venir pour contribuer. Ce sont les deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, les gens qui ont reçu l'accueil n'ont plus leur place chez nous. Alors encore aussi toujours sur ce sujet, parce que toutes ces affaires peuvent rejaillir en fait négativement aussi sur l'image de la Belgique. Donc c'était une semaine auparavant, c'était jeudi passé, une touriste américaine qui a été agressée cette fois-ci par 2 illégaux. C'était dans la ville de Bruxelles. Et donc, ils ont dépensé avec sa carte de crédit pour 435 € en vêtements de sport et en parfums. Oui, alors, je crois qu'il faut se rendre compte que Bruxelles était une ville magnifique et qu'elle est en train de se tiers-mondiser. Tiers-mondiser, ça veut dire quoi? Il y a des quartiers entiers qui sont sales. Les piétonniers n'arrangent pas. Non, les travaux, vous ne vivez pas tellement loin. Je vis dedans. Vous vivez dedans, donc vous êtes en première ligne. Et aussi la criminalité, le fait d'avoir des gens, d'abord les habitants ordinaires, mais aussi les touristes qui se font agresser, tout ça contribue à détériorer d'abord la qualité de vie, puis l'image de la ville. Et qui dit image de la ville détériorée, dit moins de touristes. Qui dit moins de touristes, des hôtels qui ferment, qui font faillite. L'hôtel Président qui est encore fermé avec centaines d'emplois à la clé perdus il y a quelques semaines. Ou les dizaines de restaurants, parfois des grands noms, qui sont soit en faillite, soit demandent la réorganisation judiciaire en raison justement de la baisse du tourisme. Alors il y a eu les attentats terroristes évidemment, mais la non-gestion de la ville, les problèmes de mobilité au sein de la ville, les problèmes de saleté de la ville, les problèmes de violence au sein de la ville sont clairement une cause de désaffection des touristes pour le centre-ville. Les Bruxellois n'y vont plus dans le centre-ville alors, a fortiori les touristes. Et toujours encore avec ces histoires d'illégaux, donc Theo Franken qui essaye d'expulser un citoyen marocain pour participation aux activités d'un groupe terroriste, donc c'est quand même un dossier assez lourd. C'est le Conseil du contentieux des étrangers qui a bloqué cette tentative d'expulsion parce que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'aurait pas été vérifié, donc c'est l'article qui interdit de renvoyer une personne dans son pays d'origine si elle risque de subir des tortures ou de la maltraitance. Et c'est la 3e fois que ça se produit. Donc pour nous, c'est un vrai scandale. Le vrai scandale, d'abord, bien rappeler que ce sont des gens c'est quelqu'un qui est condamné pour terrorisme. Et on le renvoie au Maroc.
qui est un pays certes ferme, mais qui n'est pas non plus une dictature, à ce qu'on sache. C'est pas la Corée du Nord. C'est pas la Corée du Nord, donc, et c'est ça que le Conseil des contentieux étrangers, donc des juges, entre guillemets, des juges administratifs, bloque. C'est la troisième fois, effectivement, qu'on bloque. Donc pour nous, c'est inacceptable. Ces gens doivent être expulsés. Mais ça pose un autre problème. Une dérive qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges, à savoir des juges non élus, qui sont administratifs, ou des juges qui soient belges ou des juges européens, qui de plus en plus, avec une interprétation de plus en plus extensive de la notion de droits de l'homme, sont en train de mener finalement à la place des élus la politique de l'Union européenne. On empêche maintenant ces expulsions de gens qui n'ont plus rien à faire dans le pays. Ça veut dire que de fait on paralyse les expulsions. Mais il y a eu un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui indiquait aussi que tout mineur qui est arrivé en Europe avait le droit de faire venir, tout réfugié mineur avait le droit de faire venir l'ensemble de ses parents. Donc c'est la porte ouverte et ce sont des politiques que les citoyens ne veulent plus. Et il est inacceptable que ce que les citoyens ne veulent pas, ce soit des juges plutôt gauchistes de ces cours européennes qui l'imposent. Ce qui est bizarre aussi, c'est que ces juges gauchistes se basent en fait sur des rapports et des études faites par des ONG qui sont elles-mêmes subventionnées. J'ai l'impression qu'il y a tout un système qui a été mis en place avec des journalistes complaisants d'un côté, des ONG qui vont faire des rapports, des enquêtes sur le terrain, et de l'autre des juges. Et c'est comme un cercle, et au milieu, il y a le citoyen qui est supposé vivre en démocratie, qui n'a pas son mot à dire. Et qui est la grande victime, d'abord qui en fait les frais, qui est la grande victime par rapport à tout ça, et comme vous dites très bien, c'est un système bien organisé. C'est comme l'affaire des Soudanais, qu'on avait aussi expulsé, qui a été montée de toutes pièces entre des ONG financées sans doute par Soros et d'autres, quelques journalistes complaisants ici, et puis on monte un dossier qui s'est dégonflé comme une baudruche. Mais je crois qu'il faut que les citoyens se rendent compte d'une chose. Il y a une volonté de tout un courant de gauche d'abolir les frontières. Quand on rencontre, moi j'ai rencontré le maire socialiste de Palerme, qui nous a remis une déclaration, il dit voilà notre politique à quoi? C'est de dire que les frontières demain doivent être abolies. C'est-à-dire qu'un Africain, n'importe qui, peut venir en Europe. C'est l'idée que nous sommes tous des citoyens interchangeables, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus d'identité. C'est ça, tous les éléments que l'on voit aujourd'hui ne sont qu'un petit élément du puzzle de toute cette politique qu'on voudrait imposer aux citoyens européens. Et cette politique ne marche pas. Là, je fais référence, donc, encore une fois, on y revient au parti Islam. Donc, cette fois-ci, c'est Nordin Saidi, qui est un membre du parti Islam et qui s'est fait connaître notamment parce qu'il avait refusé de condamner en 2009 les attentats terroristes. Et donc, cette fois-ci, cet individu fait encore parler de lui parce qu'il va participer à une sorte de camp cet été. Ce sera à Saint-Denis, en France, donc. Une sorte de camp d'été, plus ou moins, ou de printemps, plutôt réservé aux personnes non blanches. C'est interdit aux blancs, pour être très précis. Donc, si vous êtes blanc, vous n'avez pas. Donc, c'est le racisme à l'envers. Donc, on en est là, on est passé à une société où il y avait peut-être des relents de racisme à un certain moment, il y a pu en avoir, c'était occidental. Tout ça a été. L'homme blanc a été sommé, si je puis dire, de cesser tout comportement raciste. Et c'est très bien. Ça devait être réciproque. Voilà, et on voit que la réciproque maintenant n'est plus vraie et n'est même plus exigée, puisqu'on tolère ou on semble tolérer ces camps interdits à ceux qui ne seraient pas de couleur. Donc c'est le monde à l'envers. Donc très clairement, ces gens, ces racialistes, comme on les appelle, etc., n'ont plus rien à faire dans nos pays en Europe. Tout comme je pense qu'il faut imposer, évidemment, lutter contre toute forme de racisme, d'antisémitisme et autres. Ce racisme à l'envers anti-blanc est tout aussi inacceptable. Et je leur dis, nous sommes au pouvoir dehors les Nordin Saidi ou les Boutejda en France. Ces gens n'ont plus rien à faire dans nos pays. Vous ne respectez pas les valeurs, vous ne respectez pas en plus ceux qui sont aux hôtes historiques de ce pays. Vous n'avez plus rien à faire chez nous. Nous vous mettrons dehors avec un grand coup de pied au cul. En Suisse. Alors toujours sur le parti Islam, on a quand même une bonne nouvelle cette semaine. Donc c'est bonne nouvelle, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais en tout cas, Redouane Arrouch hier a été licencié avec indemnité par la STIB parce qu'il ne représentait pas les valeurs de l'organisation et c'est sous la pression en fait de l'avocat de Madame d'Emmanuel Prat. Alors félicitations d'abord à Emmanuel Prat qui avait été choqué par le fait qu'il ne lui serre pas la main, qu'il refuse même de croiser son regard. Elle a été plus loin, elle a écrit à la STIB. Et la STIB a pris ses responsabilités, mais je dirais que c'est bien. On sait que STIB est une société publique, donc n'a pas voulu être associé, si vous voulez, à cette image, d'autant que
il est conducteur de bus ou de tram et il disait que quant à lui, dans le tram, il devrait y avoir une espèce d'apartheid homme-femme. Donc, c'était quand même associé quelque part l'image, la stib à tout cela. Mais moi, je pose la question, ces gens qui manifestement ne partagent pas nos valeurs, qui veulent la charia, M. Harouche et les gens de son parti n'ont plus rien à faire dans ce pays non plus. Ils doivent partir. Qu'ils ont soit de nationalité étrangère, soit la double nationalité. J'ai envie de dire, il y a suffisamment de pays qui pratiquent la charia. Ils ont le choix. Vous avez le choix, exercez-le librement, nous ne vous retenons pas. Et j'irai plus loin, le jour où nous sommes là, je dis, ceux qui ne partagent pas ces valeurs, qui prônent ce qui est tellement antinomique, tellement contraire à ce que nous sommes, c'est dehors. Aussi simple que ça. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous regardent de poser vos questions en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas, nous y répondrons avec bonheur. Et maintenant, c'est le moment aussi d'aborder un thème qui aurait pu être plus léger. Donc, c'était le 1er mai, mardi, le soleil, les congés, les gens qui sortent et aussi le lancement des campagnes électorales, notamment du MR et du PS. Alors, je pense qu'on va commencer avec le PS, vu que c'est là qu'il y a eu une sorte de scandale. Donc, c'était avec Éric Massin, qui est le président de la Fédération PS de Charleroi, qui énumérait les têtes de liste dans la région. Et il est venu à un moment à Courcelles, où le candidat PS devra s'opposer à Caroline Taquin, c'est son nom, du MR. Et au passage, Éric Massin a commenté en parlant de salope, un mot maladroit. Salope, oui. Tout d'abord, il faut se rendre compte d'une chose, c'est assez exemplatif. Le PS, si je puis dire, est une machine de guerre. On sait qu'aujourd'hui, c'est un parti qui est fragilisé, qui est blessé, mais faisons attention parce qu'il va mettre toutes ses forces, et ça a commencé avec ce 1er mai, dans la bataille pour tenter à tout le moins de limiter la casse. Il voudrait même revenir au pouvoir, ça on verra, ça dépendra de combien le Parti populaire, quel sera le score du Parti populaire, je vais y revenir. Mais ils sont évidemment extrêmement nerveux et fragiles, et je pense que l'attitude de Tassin, qui pourtant est en général plutôt quelqu'un de posé, je l'ai croisé, il a dû faire ses études avec moi, ou plus ou moins avec moi à l'époque, donc, mais le fait qu'on s'en prenne à d'autres élus cette manière montre, je pense, la fébrilité du parti, socialiste. Alors, mais avec deux remarques, c'est que quand Ducarme vient dire il est inacceptable de traiter une femme politique de salope, moi j'ai envie de dire il est inacceptable de traiter n'importe quelle femme de salope, parce qu'il y a combien de femmes dans la rue de Bruxelles qui, parce qu'elles ont une mini-jupe ou sont habillées trop courtes, sont traitées par certaines communautés de salopes. Et moi, ils sont étonnés maintenant de cette violence verbale qui est en train de monter entre le PS, le MR ou d'autres, mais ils sont étonnés entre eux. Mais quand on voit la manière parfois dont le Parti populaire, la violence avec laquelle le Parti populaire, qui les challenge tous, est traité parfois verbalement par certains, on voudrait avoir la même correction de la part du PS, du MR et des autres vis-à-vis d'autres partis démocrates. Mais justement, en parlant de cette correction, je me dis, évidemment, je ne soutiens pas ces propos. Salope, c'est un terme qui est très dur, c'est un terme qui est vulgaire et qui n'était pas nécessaire. Mais tout de suite après, Éric Massin s'est excusé publiquement sur son mur Facebook quand il a reconnu que ce terme était inapproprié et que cette remarque était globalement stupide. Ensuite, ses excuses n'ont pas suffi, donc il a remis sa démission de la présidence du PS de Charleroi. Et là, maintenant, de la fédération, j'apprends dans la presse que Caroline Taquin n'exclut même pas de le traîner en justice, donc de porter plainte. Oui, je crois que, voilà, il y a deux choses. Le premier, c'est que il y a des formes de sexisme qui sont absolument inacceptables. Les femmes ont droit à tout le respect. Et nous serons les premiers à le revendiquer et le réclamer. Mais il y a aussi, et ça a été lancé le mouvement MeToo, on voit qu'il y a une espèce de phénomène de chasse à l'homme blanc. Je veux dire, s'il est un peu trop dragueur, il peut être excessif parfois s'il est parfois un homme, avec toutes ses faiblesses et autres, on sent qu'il y a une espèce de volonté de féminiser la société aussi, je veux dire, avec ses valeurs. Et ça, c'est inacceptable. Un homme est un homme, une femme est une femme. Il mérite évidemment le respect, l'égalité, tout ce qu'on veut, mais aussi la différence. Je veux dire. Et donc, nous refuserons, en tout cas nous, au Parti populaire, à entrer dans cette notion
hein, de chasse, à l'homme blanc, masculin, hétérosexuel, etc. Ce qui a fait les fondements de la société, si vous voulez, pendant très longtemps. Parce que cet acharnement est vraiment surprenant. Alors toujours sur le 1er mai et le PS, je regarde vite le temps qui nous reste. Donc Laurette Onkelings qui donne un discours et qui parle de la Belgique, des cadeaux fiscaux aux rentiers, aux diamantaires, pardon. Ouais. Et puis quelques jours auparavant, le président du PS, Elio Di Rupo, qui avait déjà dénoncé la Belgique des diamantaires anversois. Oui. C'est quoi ce petit jeu sur les diamantaires Oui, je crois que le problème, c'est que c'est toujours dresser les uns contre les autres. Hein. C'est d'un côté les francophones contre les flamands, c'est la faute aux flamands, puis c'est la faute aux riches, hein, etc. Je crois que la Wallonie a souffert de désindustrialisation, mais le PS est aux commandes depuis maintenant 40 ans. Il y a eu une foultitude d'argent investi. Et si nous en sommes là aujourd'hui, avec une Wallonie où une personne sur 4 est demandeuse d'emploi, si nous en sommes là, Wallonie, où une série de villes, petites et moyennes, sont taraudées par la pauvreté, c'est en raison du fait que les politiques socialistes ont échoué. Elles ne peuvent qu'échouer puisqu'elles ne marchent nulle part. Donc il n'y a rien de neuf. Hein, prélever un maximum d'impôts aux gens, un taux d'impôt confiscatoire, un service public hypertrophié, lié à ça, le pouvoir absolu du PS avec le clientélisme, le népotisme, la corruption. Hein, ce sont ça les maux de la Wallonie. Ce n'est pas les diamantaires anversois, flamands ou la Flandre. Il faut d'abord regarder les causes chez nous. Je dirais qu'au passage, hein, pour beaucoup, diamantaires, ce sont les juifs, hein, Anvers. Donc il y a potentiellement des relents antisémites, même inconscients. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il y a peut-être encore 10% de diamantaires juifs à Anvers. Ce sont les Indiens, les Libanais, un peu de Flamands encore, mais je dis, mais certainement plus beaucoup de juifs là-dedans. Mais on sentait bien certains relents des années 30. Donc je dis, si on veut redresser la Wallonie, il faut arrêter d'accabler les autres. Hein, de dire que c'est la faute à ceci ou des politiques, etc. Regardez, M. Di Rupo, le pouvoir absolu de votre parti depuis 40 ans hein, en Wallonie, où est-ce qu'il nous a mené? Beaucoup de régions souffrent de la désindustrialisation, mais elles se sont redressées, mais pas avec les politiques socialistes. Alors passons maintenant justement au 1er mai du mouvement retardataire. Donc il y a eu le discours d'Olivier Chastel qui dit que l'ADN du MR, c'est le développement économique et social. Je n'ai absolument rien entendu sur le volet identitaire, sur le volet de l'immigration, même de la sécurité, c'était très faible. Donc finalement, ils sont revenus sur leurs axes de campagne. Alors bien sûr qu'il faut le développement économique, mais je crois que effectivement, l'identité ou la sécurité ne sont pas dans l'ADN du MR. Parfois, ils mettent un petit orteil dedans, dans l'eau pour tâter l'eau, mais fondamentalement, avec eux, rien ne changera. Or, vous pouvez avoir demain, et nous voulons une Wallonie et une Belgique et Bruxelles prospères, vous pouvez avoir la ville la plus prospère. Si vous avez perdu votre identité, si vous n'êtes plus ce que vous souhaitez être, si vous avez le sentiment où vous êtes réellement confronté à une invasion migratoire, des changements profonds, vous vous retrouvez à vivre avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, mais vous êtes menacé d'abord dans ce que vous êtes. Et donc, tous les sondages démontrent que c'est aujourd'hui le thème numéro 1 de préoccupation des gens. Bien sûr, le chômage, etc. Mais d'abord, le type de société dans laquelle nous sommes et le type de société que nous laisserons à nos enfants et nos petits-enfants en paix et pas avec des risques de guerre civile, parce que des gens qui ne partagent pas nos valeurs nous font la guerre, ici en interne. Et donc le MR n'a rien compris, et je le répète à tous ceux qui sont MR, etc., ou qui votaient MR, si vous voulez un changement de cap, en termes de sécurité et d'immigration, ne l'attendez pas du MR. Au mieux, il suivra un petit peu la NVA, mais hein, le pied sur le frein. Voilà, le pied sur le frein, mais on veut bien aller, mais pas trop vite, et en premier ou en deuxième, hein, surtout. Mais pour le reste, vous serez cocu.
Je veux dire, au mieux, vous aurez un peu de cosmétique. Justement, parce qu'avec tout ça, moi, je suis un peu confus. Donc, on a ce MR qui nous promettait de souscrire au modèle australien de l'immigration. Ouais. On expulse systématiquement les illégaux en les reconduisant chez eux. Et donc, c'était mardi, le 1er mai. Et le lendemain, Didier Reynders était à Marrakech donc pour continuer le processus de Rabat. Et célébrer l'immigration. Voilà, qui est donc ce dialogue interministériel sur l'immigration et la coopération au développement. Et Didier Reynders, je cite, « Le processus de Rabat est surtout fondé depuis le début sur la conviction partagée de l'impact positif que la migration peut avoir sur le développement et de condamner la Hongrie de Viktor Orban, parce que la Hongrie de Viktor Orban ne veut pas ratifier cette fameuse déclaration de Marrakech qui était publiée donc le jour même et qui vise encore à... Alors, je ne vais pas faire, alors nous soutenons Viktor Orban, et moi j'invite tous les internautes à aller voir la différence entre une ville comme la Budapest en Hongrie ou Prague en Tchéquie, qui a refusé l'immigration de masse, mais qui est une ville sûre, qui est une ville propre, qui est une ville où il n'y a pas des policiers ou des militaires dans la rue en raison des risques de terrorisme, parce qu'ils ont su justement se préserver. Eh bien, nous avons un processus de Rabat fantastique et les gens vivent dans la peur, les gens vivent avec des risques de terrorisme majeurs et des risques, et puis des victimes innombrables en Europe occidentale jusqu'à présent. Il n'y en a pas eu dans les pays de l'Est, justement, de par ces politiques. Donc, loin des discours, j'ai envie de dire aux gens, allez faire un mini-trip à Budapest ou à Prague, et vous verrez la différence entre nos villes et Paris ou Bruxelles, par exemple. Encore une autre disjonction cognitive avec le MR, c'est cette augmentation de 15% par rapport au précédent gouvernement, une augmentation de 15% du taux d'illégaux libérés. Oui, donc moi je crois qu'il faut se rendre compte, il y a un discours de fermeté de la NVA surtout et de Franken, mais dans les faits et dans la réalité, on a accepté plus de réfugiés, le taux de reconnaissance a été beaucoup plus important, et les illégaux libérés étaient aussi beaucoup plus importants. Donc il y a certainement une volonté, mais dans les faits, dans les chiffres, ce n'est pas ça. Alors, est-ce que c'est parce que le MR est le pied sur le frein, et le MR et le CNV ne sont pas les seuls pieds sur les freins, et tout ça, si vous voulez, ne peut changer que s'il y a un vrai parti de droite en Wallonie. Si le Parti populaire, il y a un parti de droite et un parti qui est en pleine croissance, si nous avons un raz-de-marée, parce que là, nous serons au gouvernement, nous ferons changer les choses et nous serons au gouvernement en Wallonie. S'il n'y a pas un parti populaire fort, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons deux choses potentiellement, soit un front de gauche, donc PS, Écolo, PTB, potentiellement, donc la fin définitive de la Wallonie, la soupe populaire après 5 ans, à n'en pas douter, ou s'il n'y a pas de parti populaire fort, il y aura une alliance MRPS, en tout cas au niveau wallon, et on va retomber dans les mêmes combinations, etc., et aucune réforme. Donc la seule possibilité, c'est un parti populaire fort, un grand mouvement populaire, où il faudra sans doute faire alliance avec le MR, parce qu'on ne sera pas tout seul, peut-être le CDH ou ce qu'il en reste, mais en tout cas, c'est la seule manière de faire basculer les choses au niveau wallon. Alors, on a déjà plusieurs questions, et j'ai promis aussi que nous parlerions donc de l'Iran. Ça s'est passé à 10 kilomètres de chez nous, mais ça aura quand même un impact sur notre vie. Donc, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a révélé ce lundi qu'Israël, le Mossad, les services secrets israéliens, avait mis la main sur plusieurs dossiers secrets qui montrent que la République islamique d'Iran ne respecte pas l'accord nucléaire de 2015 signé par Obama. Donc, plusieurs choses. D'abord, ça a été un coup extraordinaire du Mossad parce que ce n'est pas quelques documents. Ils ont sorti 1,5 tonne des documents les plus secrets avec tout le programme nucléaire militaire iranien qui était entreposé dans des coffres forts. Ils ont envoyé une équipe qui a sorti tout cela et donc ils ont toutes les archives, soit papier ou CD. Et donc ça a été certainement un des coups les plus spectaculaires d'un service secret de l'histoire. Et donc chapeau le Mossad. Mais indépendamment de ça, ça démontre surtout une chose, c'est que l'Iran, la République islamique d'Iran, poursuit bel et bien, contrairement à tout ce qu'ils ont pu déclarer, un programme nucléaire militaire qui n'allure pas interrompu
avec les accords signés par Obama et l'Europe. Donc, Obama et les Européens ont été même menés en bateau, mais complètement. Oui, c'est quand même le moment de rappeler que notre cher gouvernement a soutenu ces accords, etc., et fait en sorte que l'Iran reçoive une centaine de milliards d'euros qui étaient saisis, avec lesquels il mène les activités terroristes, puisqu'on a vu que maintenant, il finance même des activités contre le Maroc au travers du Front Polisario. Le Maroc vient de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran en raison justement du fait qu'ils envoyaient de l'aide militaire par le biais du Hamas, organisation terroriste, au Front Polisario. Donc ça, c'est l'Iran. Et donc ce coup de force du Mossad, tel qu'il a été explicité, démontre que l'Iran est en train de mener. Alors vous allez me dire, c'est l'Iran, c'est loin, etc. Si ce n'est que l'Iran, elle veut l'arme atomique, si ce n'est que l'Iran, elle développe des missiles capables de toucher l'Europe, et que demain, nous pouvons être à la merci, à nouveau, comme ça a été le cas avec la Corée du Nord, d'un véritable chantage nucléaire. Et l'Iran finance des activités islamistes dans le monde. Alors, ce n'est pas le même islamisme, c'est le chiisme par rapport aux sunnites, mais l'Iran mène des activités terroristes et subversives. Donc, imaginons un scénario cauchemar. Le Parti populaire est au pouvoir, veut faire voter sa loi anti-charia contre le Parti islam et les organisations similaires, et l'Iran déclare que si cette loi passe, ils envoient des bombes nucléaires. Alors, je ne sais pas si ce sera aussi, c'est un petit peu direct et un peu caricatural, mais le risque demain, dans le cas d'un conflit généralisé, que des pays comme ceux-là envoient des missiles, et je signale qu'en matière de défense anti-missiles, nous ne sommes nulle part en Europe. L'Europe, nulle part. Alors, il y a bel et bien un début de parapluie que les Américains ont voulu installer dans les pays de l'Est, etc. Mais bon, ce n'est qu'embryonnaire. Mais par rapport à d'autres pays qui sont très très loin, Israël s'est protégé par des mesures anti-missiles très très fortes. Mais je dis, mais nous ne sommes nulle part et demain nous pourrions être à la merci. Qui plus est, ça fait très longtemps qu'on a abandonné tout ce qui était défense passive, des bunkers atomiques, etc. Tout ça qui a pu exister dans les années 50. Il y a même un bunker, on le sait peu, en dessous du parc royal, qui était destiné au gouvernement. Il y a un bunker qui va du 16 rue de la Loi, qui se trouve donc à l'entrée du parc, qui était destiné à tout cela. Tout ça est abandonné parce qu'on vit un petit peu sur l'illusion de la paix, mais l'Iran est une véritable menace. Eh bien, il nous reste 2 minutes et nous avons une question. La tech a pris ses responsabilités. Éric Marnette, la tech a pris ses responsabilités. Je me demande si on ne parle pas plutôt de la STIB. Oui. Le gouvernement va-t-il prendre les siennes envers le parti islam? C'est ce que je disais. Donc, rappelez que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je ne crois pas qu'ils vont faire grand-chose. Nous avons dénoncé tout ça. Nous avons immédiatement déposé une proposition de loi visant à faire interdire tous les mouvements, quels qu'ils soient, politiques, culturels et autres, qui promeuvent la charia en Europe. Je rappelle que la charia, elle a été condamnée même par les juges gauchistes de la Cour européenne des droits de l'homme. Même eux ont trouvé que c'était inacceptable et contraire à nos valeurs. Donc on a des éléments. Et interdisant également tout financement par l'étranger d'organisations en Belgique. Ou en tout cas financement qui ne soit pas autorisé. Donc nous avons pris nos responsabilités, la proposition de loi, elle est déposée. On verra combien vont s'y rallier. Mais au niveau du gouvernement, je n'attends pas grand-chose d'eux. Le jour où nous sommes au pouvoir, je l'ai dit, des Harouches ou ceux qui sont dans la galaxie seront expulsés. Alors un dernier point sur le Parti populaire, qui est devenu premier parti belge francophone sur les réseaux sociaux. Oui. Alors on le sait, on est boycotté par la RTB et RTL, mais là où nous jouons à armes égales, et encore pas avec les mêmes moyens financiers, mais à armes égales sur les réseaux sociaux, le Parti populaire est aujourd'hui le parti le plus suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord en termes de likes, c'est les gens qui viennent liker la page, approuver, la suivre. Nous sommes maintenant à près de 54 000 likes, le PS est à 50 000, le PTB est à 48 000. Donc on voit qu'il y a un véritable engouement, attrait à suivre le parti. Je ne dis pas que tous ces gens voteront nécessairement en Parti populaire, mais ils sont entrés dans le giron, veulent s'informer, nous suivent et autres. Je rappelle le taux d'engagement aussi, nous sommes loin devant tous les autres partis. Donc ça, c'est les commentaires, les partages, etc. 3 fois plus important que les autres partis. Donc on voit que
On le voit aussi, donc ça c'est sur les réseaux, on le voit aussi aux dizaines de mails de demandes d'adhésion que nous recevons tous les jours, demandes d'information, les gens qui nous rejoignent de tous horizons, hein, les listes complètes, je dirais, qui vont être déposées aux élections. Nous allons déposer 3 fois plus de listes communales que le PTB, que le grand PTB qu'on annonce à 20%, on annonce à 20 ou 24%. Le grand PTB qui est content de son déclin dans les sondages parce qu'il n'aura pas à gouverner. Voilà, qui n'aura pas à gouverner parce que ce sont des bretteurs et de beaux. C'est juste des paroles en l'air. Nous avons la volonté de redresser ce pays, de mettre la main dans le cambouis, de prendre nos responsabilités. Eux, c'est le grand soir, c'est la révolution, la dictature du prolétariat. Et s'ils étaient au pouvoir, je voudrais être très clair, à tous ceux qui peuvent être tentés de dire PTB, etc. Ce sera plus de taxes à tout niveau, c'est-à-dire la ruine de la Wallonie, les gens, les entrepreneurs partiront, plus de chômage. 2, il faut rappeler que le PTB, Nicolas, c'est l'ouverture des frontières, la régularisation de tous les sans-papiers, c'est le voile à l'école et dans l'entreprise. Hein. Ils sont les complices de l'islamisation du pays. Il faut savoir, pour les électeurs ou les gens qui sont intéressés par le PTB, c'est plus d'immigration, c'est plus d'islamisme et c'est plus de voile, hein, et de charia partout. Ils sont en faveur de tout cela. Il faut le dire, il faut le redire, Nicolas. Donc, voilà, c'était... mais au niveau du parti, nous sommes effectivement premiers sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, nous vous réinformons à travers ces émissions, nous dialoguons avec vous, mais partagez sur Facebook, partagez sur YouTube cette émission lorsqu'elle sera... qui va être enregistrée, commentez-la. Partagez toutes nos prises de position, partagez les articles du Peuple, commentez-les, hein, faites-le savoir. Il va y avoir aussi une distribution de 500 000 journaux avec nos prises de position, elles sont en cours pour l'instant. Donc parlez-en autour de vous, aidez éventuellement à cette diffusion dans votre commune. C'est comme ça que ce grand mouvement populaire qui est en train de monter va se diffuser. Avec 15, 20, 25% pour le Parti populaire aux prochaines élections, nous serons incontournables et nous pourrons faire changer le cap de ce pays et la Wallonie. Tout ce qui a été pratiqué aujourd'hui par les partis traditionnels nous a menés là où nous sommes. Il est temps de changer de cap pour les citoyens, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et il est moins une. Il suffit de regarder autour de soi la gravité des problèmes. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et merci. Et à la semaine prochaine. Donc, à la semaine prochaine pour notre prochaine revue live de l'actualité. Merci.